Donc, je vais peut-être éclaircir tout de suite un petit détail, c'est qu'effectivement, au Lameta, on n'a pas du tout vocation à travailler sur la mise en œuvre des PSE, donc c'est pas exactement de ça dont je vais vous parler. J'en serais bien incapable, en tout cas beaucoup moins bien qu'Alain, par exemple. Donc, comme il l'a déjà largement fait, ça tombe bien. Et je vais plutôt vous parler d'un certain nombre de choses. Alors, certaines ont été déjà dites, donc je passerai très vite, et d'autres sont un peu plus spécifiques de ce qu'on fait dans un labo de recherche sur l'analyse des PSE, qu'est-ce qu'on peut attendre de leur efficacité, quels sont les biais auxquels on peut s'attendre et qui vont faire qu'on ne va pas forcément obtenir l'objectif poursuivi, et avec quel genre d'approche on peut essayer d'approcher ces questions. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis mon nom pour que vous sachiez qui parlait, mais surtout, j'ai mis le nom dessous de tous les collègues du Lameta à qui je suis allé quémander de l'information, parce que ce sont en général eux qui ont fait les travaux de base et pas moi. Et donc, ils m'ont donné des choses. J'espère que je vais les restituer à peu près proprement et de façon intelligible. Donc, ça reprend largement des choses qui ont déjà été dites. Je suis content, on est tout à fait en phase avec ce qu'avaient dit précédemment Denis et Alain. Effectivement, les PSE ont été présentés initialement comme des market-based instruments, des instruments de marché, ce qui sont a priori assez peu. C'est beaucoup plus des instruments de politique publique qui sont mis en œuvre par quelque chose qui a le statut d'une autorité publique, donc soit ça n'est vraiment une, soit c'est une ONG qui s'est substituée à cette fonction, par exemple dans des pays qui ont des États faibles ou qui ont délégué à travers les bailleurs de fonds, le Banque mondiale ou autre, ce rôle de responsable de l'action publique à une ONG ou parfois à une instance. Par exemple, lorsque Alain a dit que beaucoup d'actions concernent des bassins versants, des choses comme ça, et donc ça peut être le gestionnaire du barrage qui va trouver les financements pour s'assurer qu'il n'y a pas d'érosion dedans ou des choses de ce style. Je vais rajouter un petit point qui n'a pas été trop abordé, parce que justement, le Lameta n'est pas une unité SIRAD, donc on travaille largement plus souvent dans les zones tempérées qu'en zone tropicale. Donc je sais qu'aujourd'hui, on est dans un endroit et invité par des organisations qui sont plutôt tropicalistes. Ce n'est pas beaucoup mon cas. Et donc une partie de ce dont je vais vous parler concerne une forme de PSE un peu particulière, qui sont les mesures agri-environnementales. Alors dans l'administration française, il y a un petit débat pour savoir si les MAE sont ou pas des PSE. Je pense que c'est un débat juridique, institutionnel ou scolastique qui n'est pas forcément central. Je pense que pour la communauté de l'exposé, on va retenir qu'elles le sont parfois. C'est-à-dire certaines MAE ont une logique de PSE et d'autres ont une logique différente. Et de toute façon, il n'en sera plus question maintenant, donc ce n'est pas la peine de s'en inquiéter. Alors, il y a quelques années, avec un collègue, on avait écrit un petit papier sur est-ce que les PSE seraient mobilisables dans les programmes de lutte contre la désertification. Du coup, on avait fait de la biblio, on avait farfouillé, et on avait retiré ce tableau qui disait que finalement, il y a vraiment une grande diversité de formes des PSE en fonction de qui on veut impliquer, quel est le type de service et de relations à la nature qu'on veut impliquer, et quelles sont les conditions prérequises pour qu'on ait une chance d'avoir l'effet incitatif. Et donc, latéralement, sauf que moi, j'arrive ni à le lire au tableau, ni sur l'écran, donc vous avez plus de chance que moi. Mais donc, il y a 3 colonnes. Le premier ressemble un peu plus à l'approche dont parle Wunder, c'est-à-dire un accord contractuel volontaire entre 2 parties, plus ou moins à égalité. Ce qui est la forme dominante en dessous, ce sont les dispositifs publics de paiement. Et enfin, il y a d'autres formes qui ne rentrent pas trop dans les 3 premières et qu'on avait qualifié après Kumar et Muradian de dispositif d'échange, pour dire que c'est l'État qui a priori organise le cadre et qui après permettra que des transferts, des compensations, des systèmes visant à inciter les gens à agir dans le bon sens se mettent en place. Alors, revenons justement sur ces catégories. Quel est de point de vue de l'économiste, quel est le fondement conceptuel d'un PSE ? Beaucoup de littérature a prétendu que, et ça a été redit par Alain, c'est-à-dire, on se réfère plus ou moins à cette vieille conjecture de cause, parfois baptisée théorème, qui dit que si on laisse des gens avec des droits bien définis la possibilité de négocier, eh bien, ils vont créer la solution optimale. Alors on sait que cette allégorie théorique est très jolie,
mais qu'elle ne trouve pas tellement de cas d'application pratique dans le monde réel. Parce que c'est souvent très compliqué. Si les droits ne sont pas définis, c'est parce que c'était compliqué. Il y a tellement de parties intéressées à l'enjeu qu'on ne peut pas négocier autour d'une table, parce qu'il y a des centaines ou des milliers de gens concernés. Est-ce que ce modèle conceptuel est à l'origine des PSE? Intellectuellement, peut-être, mais pas tant que ça. Enfin, je ne vais pas repasser dans les traces qu'a fort bien défriché Denis tout à l'heure. C'est-à-dire les PSE, très largement, c'est marqué dessous, je crois, ont été conçus comme moyen de financer des politiques de conservation, notamment au Costa Rica, et par la suite ont eu un devenir beaucoup plus diversifié. Est-ce qu'on est pour autant dans le second modèle, le modèle qu'on appelle pigouvien en économie, d'Arthur Cecil Pigou, qui est un des grands théoriciens de l'économie publique au début du XXe siècle, et qui dit finalement... Quand on n'est pas à l'optimum spontanément parce qu'il y a des externalités, eh bien, on va mettre en place un système d'écotaxes, un système public de prélèvement et compensation. Et c'est ce qui va se passer. Donc finalement, les PSE ressemblent souvent à ça. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui négocient entre eux, c'est une structure publique qui met en place d'un côté un système de prélèvement et de l'autre côté des actions qui sont plus ou moins assimilables à de la compensation. Pour autant, le modèle de Pigou prétendait restaurer les conditions d'une concurrence pure et parfaite et l'optimum parisien et patati et patata. Bon, aucun PSE, à ma connaissance, n'a ce genre d'ambition. Il s'agit au cas par cas de créer des systèmes, soit pour trouver du financement, soit pour influencer les comportements. Dès qu'on a un paiement, on a toujours ces deux effets. On génère une recette d'un côté et d'autre part, en modifiant les prix relatifs, on incite les gens plus ou moins à changer de comportement. En tout cas, c'est ce que dit la théorie économique. On va voir tout à l'heure avec ce qui a déjà été évoqué et sur lequel je vais m'étendre dans un instant, c'est-à-dire le rapport entre les motivations incitées extrinsèques et les motivations intrinsèques qu'on peut avoir d'agir. C'est beaucoup plus compliqué que simplement de penser que les gens réagissent au système de prix comme dans un pur modèle mathématique qu'on peut avoir à l'université. Cependant, excusez-moi, dans ce cas-là, il irait sans dire que les PSE sont calés sur l'évaluation des services écosystémiques. C'est-à-dire, si on voulait aller vers le système pigouvien, d'aller vers l'optimum, le sous-entendu, c'est qu'on aurait une idée de la valeur du service rendu, et donc le système de prix qu'on met en place doit refléter cette valeur marginale de façon à ce que, lorsque tous les échanges sont réalisés, on ait au maximum d'efficacité. Cette vue, évidemment, très abstraite, très théorique, mais elle est prégnante. Et dans un papier très célèbre dans Ecological Economics en 2010 de Gomez, Baguetoun, De Groot et al., je vous incite à le lire d'abord parce qu'il est très riche, il raconte beaucoup de choses, mais sa structure est assez étonnante puisque sa conclusion, c'est de dire toute cette histoire des services écosystémiques, de l'évaluation, aurait pour finalité d'aller soit vers des PSE, soit encore plus loin vers de la commodification, de la marchandisation. Alors je ne vais pas m'étendre parce que je partage entièrement ce qu'a dit Denis dans le premier exposé en prenant le temps qu'il fallait pour le faire proprement. Donc cette vision qui existe dans l'arrière-cerveau, dans le cerveau reptilien des économistes, ou en fait de certains économistes, ne correspond pas à grand-chose dans la réalité. Pourtant, on va y revenir tout à l'heure. Alors, dans la pratique, les évaluations, d'abord, il y a eu des travaux récents que vous pouvez regarder de Laurence, Mermet et quelques autres, qui ont montré que est-ce que souvent les évaluations servent vraiment à faire quelque chose? Et leur conclusion, c'est de dire elles servent à faire globalement de l'advocacy, de participer au discours public, mais finalement, quand on en cherche une qui est vraiment asservie à argumenter précisément un choix ou la mise en place d'un instrument de politique, on n'en trouve pas. Donc, ils sont peut-être un tout petit peu extrémistes, mais je crois quand même qu'ils ont bien fait leur travail. Et a fortiori, dans le cadre des MAE, des PSE, ce qu'observent les analystes, ce qu'ont observé les gens dans mon labo qui ont travaillé là-dessus, c'est qu'immanquablement, l'incitation, le niveau de prix qui est mis en place, n'est pas du tout calé sur la valeur du service rendu, sur lequel il n'y aurait sans doute pas de consensus de toute façon, mais beaucoup plus sur le coût d'opportunité, c'est-à-dire le coût pour celui dont on essaie de modifier le comportement, de réaliser ce qu'on lui demande. Ce qui explique ce que disait Alain tout à l'heure, c'est qu'évidemment, ça crée un effet d'aubaine, puisque ceux qui vont accepter ce petit prix, c'est ceux qui ont le plus bas coût d'opportunité, ceux qui, dans le cas extrême, à qui ça ne coûte rien, parce que c'est exactement ce qu'ils auraient fait dans tous les cas. Donc, voilà, si on regarde globalement la situation actuelle sur les centaines de cas de PSE qui ont été mis en place, parfois sous d'autres noms, dans le monde, on n'en trouve pratiquement aucun où il y a un lien direct avec l'évaluation des services écosystémiques. On en trouve
la plupart qui sont calés sur l'idée que se faisaient les instigateurs du coût d'opportunité des agents. Et cependant, si on réfléchit à long terme, ce n'est pas forcément une situation définitive. C'est-à-dire, d'une part, même si aujourd'hui ça paraît exotique ou plus exactement biaisé, l'idée que les systèmes de paiement pour faire des efforts pour l'environnement, pour la conservation, pour les PSE, tendent à être contraints, à être avec des budgets limités, donc différents systèmes. Alors effectivement, en Australie, il y a des enchères, il n'y a pas beaucoup de pays qui en ont mis, mais il y a des collègues qui travaillent sur l'éventualité que dans le cadre du second pilier de la PAC, un certain nombre d'aides soient distribuées avec un mécanisme sélectif. Bon, la PAC et la France, n'est pas très pro-enchères, donc c'est sûrement pas ça qu'ils feront, mais il y aura des mécanismes pour essayer de sélectionner les meilleurs projets. Or, comment est-ce qu'on apprécie les meilleurs projets si ce n'est en essayant de leur donner quelque chose qui est de l'ordre d'une valeur? Alors, pas forcément une valeur monétaire, hein, mais un système qui permet de hiérarchiser et de dire où est-ce qu'on est le plus coût efficace, où est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir de l'efficacité, si c'est là qu'on met les moyens contraints qu'on pouvait consacrer au paiement pour services environnementaux. La deuxième raison pour laquelle ça pourrait ressurgir, à un horizon que je ne suis évidemment pas capable de prévoir, c'est que si effectivement le système de paiement pour conservation, paiement pour des efforts, etc., devait prendre de l'importance, ou plus exactement devait devenir un des outils principaux visant à aller vers la gestion des écosystèmes menacés, des services menacés et compagnie, bien de toute façon, il y a bien un moment où on aura ce qu'on trouve sur un marché, c'est-à-dire un système de sélection et d'incitation à l'efficacité de là où ça marche le mieux. Donc, le fait qu'aujourd'hui ça soit inexistant ne garantit rien sur la suite. Et donc c'est d'autant plus important d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les mécanismes, parce que si ce qui se passe dans les mécanismes, ce n'est pas du tout un mécanisme marchand, un mécanisme d'arbitrage économique vers l'efficacité, eh bien, lorsqu'on ira vers plus de rareté des écosystèmes, plus de services écosystémiques menacés, eh bien, il y a intérêt à trouver des systèmes qui ne soient pas les PSE, si on pense que les PSE introduisent des biais très importants. Alors, une première façon de réfléchir aux biais sur les PSE, c'est la relation avec ce qu'on appelle parfois les normes sociales. C'est-à-dire, finalement, le PSE est un instrument qui va venir accompagner un comportement qui se serait fait pour d'autres raisons. Et cette raison, c'est de se conformer à une norme sociale. Alors, les normes sociales, oui, je passe au deuxième point, je reviendrai ensuite au premier, j'aurais dû les inverser. Il y a plusieurs types de choses qui rentrent dans cette vaste catégorie que sans doute les différentes disciplines ne définissent pas de la même manière ou dans lesquelles ils ne voient pas les mêmes distinctions. D'une part, il y a ce qui est vraiment collectif, qui mérite pleinement le nom de normes sociales. Et là, il y a deux idées totalement différentes. Certaines sont dites descriptives parce qu'il s'agit vraiment d'une norme sociale de conformité. C'est-à-dire tout le monde fait pareil. Par exemple, si vous vous rappelez un certain nombre de débats dans l'agriculture européenne ou française au moment où la PAC a basculé d'un instrument incitatif uniquement à la production vers un instrument plus diversifié avec ce qu'on a mis en place, le deuxième pilier, eh bien, les syndicats dominants agricoles ont résisté à ça en considérant qu'ils n'étaient pas des jardiniers de la nature, ils étaient des producteurs, ils voulaient être payés pour leur travail et pas pour leur entretien du paysage. Et ce courant existe encore. Ce matin, il y avait au groupe de travail de mon labo quelqu'un qui présentait un papier dans ce sens et qui avait commencé son exposé par des photos qu'il avait trouvées sur le net, qui deviennent très à la mode aujourd'hui, où les agriculteurs, récemment, ce n'est pas des photos d'il y a 15 ou 20 ans, disent que voilà, ils ne veulent pas être des jardiniers, ils veulent être payés pour ce qu'ils produisent et ils ne sont pas des fonctionnaires à l'entretien des paysages. Voilà. Ils sont des producteurs de biens alimentaires ou industriels. Donc, ça, c'est la norme. L'agriculteur, tous les agriculteurs sont différents. Pourquoi moi je serais une espèce de Calimero à qui on demande d'entretenir des petites fleurs alors qu'il y a des vrais mecs sérieux à côté de moi qui produisent? La deuxième est baptisée d'injonctive. Là, ça renvoie beaucoup plus à l'idée qu'on se fait des valeurs. Ce que les gens attendent de moi. Ce n'est pas forcément ce qu'ils font. D'abord, ils ne me ressemblent pas, donc je ne peux pas les copier. En revanche, ils attendent de moi que je fasse quelque chose, que je me conforme à quelque chose. Et là-dessus, évidemment, c'est lié, par exemple, est-ce qu'on se sent particulièrement responsable d'un effet, je ne sais pas, d'une pollution, de la destruction d'écosystèmes ou autre, ou est-ce qu'on pense qu'on a un effet marginal et que finalement, ça passera tout à fait à côté des enjeux. Et enfin, il y a des normes que j'aurais bien mis dans la catégorie normes sociales parce que j'y connais rien, mais qui sont beaucoup plus individuelles, personnelles, et qui sont des choses que les gens ont en eux, alors qui sont beaucoup plus ce qu'on pourrait appeler des motivations intrinsèques. Et là, évidemment,
comme je ne suis pas spécialiste, je me pose plutôt des questions. Je me demande comment elles se forment. Hein. On ne les a pas dans les gènes à la naissance, ou en tout cas... Enfin, il y a des gens qui pensent que partiellement, il y a des choses qui sont vraiment liées à la nature humaine, hein, qui est un héritage. Il y a une éthique évolutionniste. Enfin, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je ne me hasarderai pas, mais ça a l'air sérieux et intéressant. D'autre part, comment elles se transmettent, c'est-à-dire finalement, une fois que quelqu'un adopte ces normes personnelles, comment est-ce qu'elles passent à suffisamment de gens pour que ça ait un impact sur la société. Mais surtout, moi, en tant que chercheur en sciences sociales, je me demande comment je vais les repérer, à quoi je les vois quand je les rencontre. Eh bien, ce que font mes collègues qui ont commencé à avancer là-dessus, hein, le Lameta est un labo qui se positionne assez fortement dans ce qu'on appelle l'économie comportementale, c'est-à-dire l'analyse des comportements qui ne sont pas juste de maximisation de l'utilité sous contexte budgétaire, mais des comportements extrêmement variés dans le monde économique. Eh bien, ont mis en place, enfin on ne les a pas inventés, hein, c'est assez connu, ça s'appelle l'expérimentation, ou beaucoup mieux le field experiment, c'est-à-dire l'expérimentation avec des gens qui sont dans leur vie quotidienne impliqués dans la question qu'on veut étudier. Et donc, on met en place des procédures contrôlées de type laboratoire pour les mettre dans des situations pour voir comment ils vont réagir et voir s'ils vont réagir à des incitations monétaires ou pas du tout, voire complètement contre, si on envisage ce que j'ai mis à l'envers au début de ma diapo, c'est-à-dire les effets d'éviction, hein, le crowding out dont parlait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire la situation dans laquelle la transformation d'une politique publique dans un mécanisme de prix qui dit aux gens « Ah, si vous êtes bien gentil, vous serez payé », eh bien, ce que les gens retiennent, c'est « Ce machin-là, on le fait quand on est payé, quand on n'est pas payé, il faut être bête pour le faire. » Donc, si j'avais des motivations intrinsèques ou de type insertion sociale, normes sociales pour les faire, elles vont perdre de leur importance parce que finalement, c'est un bien marchand comme un autre. Alors, j'ajouterais, cette réflexion est assez importante depuis longtemps. Hein, il y a des exemples assez connus sur les comportements des parents dans les crèches ou ce genre de choses. Le cas qui nous intéresse est beaucoup plus intéressant que ça, je trouve, parce que la motivation pourrait jouer dans l'autre sens. C'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler sur les services écosystémiques et la biodiversité, ça conférait immédiatement une aura d'être une de ces personnes heureuses qui ont la chance de travailler sur le sujet qui fait rêver tout le monde. Bon, mais si vous avez un peu lu les journaux récemment, c'est plus vrai. Le grand enthousiasme qui régnait encore très clairement il y a 10 ans, aujourd'hui demande d'être justifié. Finalement, qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent protéger la biodiversité alors qu'il y a 5 millions de chômeurs? Donc, aujourd'hui, et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les agriculteurs ou le syndicalisme agricole qui n'a pas toujours beaucoup défendu les approches autres que les incitations à la production, eh bien, il n'est pas du tout sûr que les motivations intrinsèques, qu'elles soient réellement intrinsèques ou liées à des normes sociales, ne soient pas en train de se retourner contre l'environnement, parce que d'autres valeurs sociales se sont mis à les dominer, en tout cas peut-être pas toujours, mais dans un certain nombre de niches et de situations. Et donc, dans ce moment-là, c'est intéressant de réfléchir sur est-ce que des incitations financières peuvent recréer ce qu'Alain a dit tout à l'heure, c'est-à-dire re-amorcer une dynamique d'action collective qui, sinon, paraissait en mauvaise situation. Alors, pour étudier donc les économistes appellent ça des biais comportementaux, je pense que ça ferait bien rire des anthropologues ou des sociologues. Un biais comportemental, c'est un comportement qui ne se conforme pas à les a priori qu'on a sur l'homo economicus. Hein, donc, vous pouvez rire. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, comment on fait ? Eh bien, on met les gens en situation contrôlée et puis on leur envoie un certain nombre de messages en leur demandant de réagir. Alors, l'intérêt de l'approche économique de l'expérimentation par rapport à ce que font d'autres disciplines, c'est que ce n'est pas simplement déclaratif. On ne demande pas aux gens et s'il n'y avait pas de paiement, est-ce que vous protégeriez quand même la nature? Donc là, si l'enquêteur a un beau sourire et que le temps est beau ce jour-là, tout le monde dit oui. Hein. Déjà, on travaille là-dessus, sur la recherche de la satisfaction morale dans les réponses aux enquêtes. Alors que là, ils sont en face de l'ordinateur ou d'une ardoise où la personne qui fait l'étude n'est pas en face d'eux, donc ils n'ont personne à convaincre. Ils répondent à des questions comme ils veulent, et à la fin, ils savent qu'ils vont avoir une rémunération en fonction de la performance de leur réponse. Et on définit la performance au cas par cas en fonction de ce qu'on cherche. Et donc, évidemment, s'ils font juste plaisir à l'enquêteur, à la fin, ils partiront les poches vides, alors que s'ils ont eu plus de sincérité, ou en tout cas, ils ont plus cherché ce qui est vraiment leur intérêt à leurs propres yeux, ils ont des chances d'avoir été correctement payés pour les 2 heures qu'ils ont consacrées à l'expérimentation. Je ne vais pas me faire entrer dans un grand plaidoyer pour le field experiment, que je ne pratique pas moi-même en plus, donc je ne serai sans doute pas le meilleur avocat possible. Je suis persuadé qu'il y a des tas de limites, une limite étant évidemment qu'on peut toujours suspecter que la personne, elle sait
qu'elle est dans une expérience et pas dans la vie réelle, donc ça peut introduire des tas de biais. C'est déjà mieux quand on le fait sur le terrain que quand on le fait dans le labo au deuxième étage de l'université, mais il y a quand même ce genre de situation artificielle dont on n'est pas très sûr que ça fonctionne. Donc des collègues ont travaillé dans la région avec un groupe de viticulteurs sur une MAE qui consistait à leur proposer c'est contractuel, donc ils font que s'ils veulent, de diminuer le niveau d'herbicides qu'ils mettaient dans leurs vignes en échange d'un paiement. Et ce qui a été rajouté dans l'expérience, qui n'est pas vrai pour le moment, c'est l'idée qu'il y aura un bonus. C'est une vieille théorie qui existe, l'idée que comme les effets des différents agents sur l'environnement est cumulatif, eh bien, s'il y en a 10 qui le font, c'est normal de les payer plus chacun que s'il n'y en avait qu'un qui le faisait, parce que l'output, ce qu'on va retirer en matière de qualité de l'environnement, n'est pas le même. Et donc, dans ce modèle-là, dans le questionnaire qui leur était proposé, le surplus de paiement, s'il y avait un objectif collectif atteint, sachant qu'ils ne contrôlent pas ce que feront leurs voisins, était de 30 € par hectare, ce qui n'est quand même pas une fortune, sachant que le paiement qu'ils avaient sinon était plutôt de l'ordre de, alors selon les circonstances, entre 150 et 300, parce qu'il y avait plusieurs cas de figure. Et ce qu'on observe à travers l'expérimentation, d'ailleurs on traite les données pour voir, c'est que les gens répondent, est-ce qu'ils vont changer leur comportement ou pas, etc. Et puis ils n'ont personne à faire plaisir, il n'y a pas un charmant enquêteur en face à séduire. Et donc leur comportement montre que s'il y a ce bonus, eh bien, ils réagissent comme si le paiement qu'ils vont recevoir était en fait augmenté entre 170 et 180 €, alors qu'ils vont en toucher que 30 et conditionnel, que 30 si le système a réussi. Donc en fait, il y a une survalorisation considérable de cet effet de groupe. Le problème, c'est que, comme souvent dans ces expériences, on est un peu court sur l'interprétation. Et là, malheureusement, on a deux interprétations concurrentes. Enfin, j'imagine qu'ils en ont plus que ça, mais moi, c'est les deux que j'ai retenus. C'est le premier, en discutant avec eux, je n'ai pas inventé. Le premier, c'est l'idée que, eh bien, finalement, si tout le monde le fait, je ne vais pas être ridicule et ne pas le faire. Donc oui, puisqu'on m'incite à le faire, donc tout le monde va le faire, donc il faut que je le fasse. Donc je me conforme à la norme sociale anticipée. Et deuxième cas, qui est finalement tout aussi intéressant, c'est que ces gens-là sont intelligents et ils savent bien que, ok, ils veulent bien diminuer les herbicides en échange d'un paiement, mais c'est encore mieux si en plus l'eau est réellement plus propre. Et donc, finalement, ils adhèrent à l'objectif de l'action collective. Et donc, c'est ça qui explique le fait qu'ils aillent plus loin. Ce n'est pas simplement pour ne pas se faire huer par leurs voisins, c'est en plus parce qu'ils adhèrent au fait que grâce à ce paiement, ils vont pouvoir atteindre collectivement, mais sans se contrôler, par le mécanisme coordonnateur, l'objectif qui va leur permettre globalement d'améliorer l'eau dans l'ensemble du bassin versant, puisqu'ils espèrent que tous les autres vont en faire autant. Donc, on peut essayer d'approcher ce genre de choses par cette approche. Alors, il y a eu d'autres travaux, et par exemple, deux collègues, Julie Subervie et Alain Chabet-Ferré, ont travaillé il y a quelque temps pour expliquer comment les gens réagissent à l'effet d'aubaine. Donc, dans le cadre du programme de développement, je ne sais plus ce que veut dire PDRN, excusez-moi, développement rural, je ne sais plus ce que c'est que le N. Il y avait plusieurs types de mesures agri-environnementales. Certaines étaient très bien payées mais très contraignantes, et d'autres sont peu payées mais très peu contraignantes, puisqu'en fait, la plupart des gens, ils auraient fait ça de toute façon. On dit ça beaucoup, par exemple, si vous connaissez ce sujet de la prime à l'herbe, qui est de très loin la MAE qui concerne le plus d'agriculteurs en France, et qui effectivement est un effet d'aubaine, parce que la plupart des gens qui la touchent, ils auraient sans doute quand même laissé leur prairie permanente, même s'il n'y avait pas eu de prime. Et donc ils ont fait une grosse étude sur des tas de cas avec beaucoup d'économétrie. Et donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'effectivement, dans les cas forts où il y a des gros paiements pour beaucoup de contraintes, on réalise ce qu'ils appellent le coût d'efficacité, c'est-à-dire les gens font vraiment un calcul, ils le font si ça vaut le coup pour eux et ils ne le font pas sinon. C'est-à-dire il y a vraiment un comportement économique standard. Dans le cas des mesures light, et ce qui souvent sont simplement pour le maintien d'une pratique existante, eh bien, bon, il n'y a aucun effet additionnel, et néanmoins, tout le monde va quand même aller le chercher parce que ça. Enfin, voilà. Donc l'effet d'aubaine, en termes de budget global, puisqu'elle concerne beaucoup plus de gens que l'effet incitatif coût efficace, finalement,
attirent beaucoup de gens, alors que finalement, ils le font dans un raisonnement qui n'est pas économique, ils vont juste chercher les quelques centaines d'euros qu'ils auraient pu avoir de toute façon. Et donc, mon résumé est un peu bref, mais leur conclusion, c'est d'inciter effectivement une politique agricole environnementale à mettre plus l'accent sur les mesures fortes qui ont un réel enjeu, parce que c'est là où on observe des changements de comportement et des gens qui effectivement réfléchissent sérieusement à leurs travaux. Alors, dans un travail qu'a présenté récemment Anaïs Lamour, et que j'ai honte de présenter en 3 lignes, parce que c'est un énorme travail qu'elle a fait précédemment, et j'espère que je ne l'ai pas trop massacré dans les 3 lignes, elle a mis en évidence au Costa Rica qu'un système de paiement pour services environnemental avait été largement utilisé par les personnes qui en bénéficiaient pour accroître leur cheptel, plutôt que d'investir dans les mesures qui étaient visées prioritairement. Alors, là aussi, elle répondra à la question si j'ai trop détourné sa pensée, mais l'idée, c'est bien effectivement que j'ai perdu ce que j'allais dire, je vous prie de m'excuser. Bon. Tant pis. Je suis ému d'avoir Anaïs en face de moi. Bon, un troisième et dernier cas, parce que je pense qu'on a dit beaucoup de choses précédemment dont je ne vais pas faire un exposé trop long, qui est dû aussi à 3 collègues, Sophie Clos, Lisette Ibanez et Philippe Mérald du GRED, apportés sur un fil d'expérimente à Madagascar pour voir ce que les gens allaient faire avec le paiement qu'ils recevaient dans un PSE. Et donc, dans l'expérimentation qui a été montée, ils ont manipulé les gens, puisqu'ils ont convoqué tous les gens qui voulaient bien venir, et puis le jour de l'expérimentation, en fait, quand ils ont vu à peu près combien il y avait de gens, eh bien, ils ont dit, on n'en prend que la moitié. Et l'autre moitié, bon, on s'excuse, on vous a dérangé pour rien, donc vous avez un paiement forfaitaire pour vous indemniser de votre dérangement, parce que vous êtes juste jusque-là, mais c'est bon, vous pouvez partir. Alors que les autres, ils devaient passer la journée à travailler en forêt, à faire de l'entretien, donc à contribuer à un service écosystémique. Et dans la forme de rémunération, qui n'était pas de la monnaie, mais qui était... comme c'est pas moi qui l'ai fait, j'hésite à rentrer dans les détails, mais en gros, un choix entre une bouteille de Fanta, enfin quelque chose de plutôt futile et récréatif, et une bouteille d'huile qui était quelque chose de beaucoup plus utile pour le ménage, etc. Et il montre qu'il y a une différence significative en fonction du fait que les gens ont mérité leur paiement, et à ce moment-là, ils demandent un paiement, qui est un investissement, qui est quelque chose de vraiment utile, et ceux qui l'ont eu gratuitement, finalement, comme quelque chose qui est tombé, donc un effet d'aubaine, en fait, majoritairement, ils prennent le Fanta, ils vont boire avec leurs copains. Donc, évidemment, il ne faut pas tirer, comme d'habitude, trop de conclusions d'une petite expérimentation sur quelques dizaines de sujets qui... Voilà, on essaie de tout contrôler dans un fil d'expérimente, mais on sait bien qu'on ne contrôle pas tout. Mais il y a cette idée que les effets d'aubaine peuvent avoir un effet désagréable, c'est de désinciter les gens à s'intéresser sérieusement à la question pour laquelle on avait essayé de changer leur comportement. Je vais en rester là. En disant quelques petites choses, les PSE ont suscité un débat énorme, ils ont suscité tout un tas de développements qui parfois étaient simplement un baptême, c'est-à-dire on rebaptisait PSE, quelque chose qui existait depuis longtemps et qui portait un autre nom. Les MAE, est-ce que c'est des PSE ou pas? Ça existait avant la période d'émergence au début des années 90. Au-delà de ça, ils ont peut-être suscité plus d'espoir que ce qu'ils peuvent satisfaire, c'est-à-dire... Enfin, je crois que ça a été dit, et mieux que je ne pourrais le dire, il y a des problèmes de contraintes budgétaires. Les sociétés n'ont pas des milliards et des milliards à consacrer à un système de paiement dont l'efficacité est contestée pour tout un tas de raisons qui ont été évoquées plus précisément par Alain que par moi, mais j'espère avoir renforcé le même genre d'idées parce qu'il n'y a pas de décalage. Aujourd'hui, donc, tout un tas de formes de développement pour la conservation de la biodiversité, beaucoup pour le service lié à la ressource à l'eau, impliqués dans la MAE, dans la politique agricole, dans tout un tas d'autres choses. Et ça soulève encore tout un tas de questions, qui, là aussi je suis un peu gêné parce qu'elles ont été abordées mieux avant ça. Donc d'abord, qui rémunérer et comment ? Bien, il y a beaucoup de cas où c'est des rémunérations collectives. On ne rémunère pas des gens individuellement, mais on va financer contre les efforts consenti par une communauté, le développement de l'école, d'un centre de santé, de services collectifs, en échange d'un service pluri-individuel. D'autre part, il y a une question que j'avais initialement prévu de développer, puis quand j'ai vu qu'on voulait des cas, j'ai laissé tomber, c'est qu'il y a eu une énorme littérature sur la relation entre les PSE et la justice, l'équité, la lutte contre la pauvreté, ce genre de choses. D'après ce qu'on peut lire là-dessus,
c'est extrêmement controversé. Et un des mécanismes à l'origine de la controverse, c'est que, comme l'a dit Alain, pour rémunérer quelqu'un, il faut quand même que ce quelqu'un puisse s'engager. Pouvoir s'engager, c'est détenir des droits sur l'écosystème menacé, sur quelque chose comme ça. Donc, un certain nombre d'études concrètes et puis une suspicion plus large laissent penser que les PSE vont aller préférentiellement à des gens qui détiennent déjà des droits, donc qui sont déjà parmi les couches les plus favorisées des sociétés auxquelles on s'adresse. Donc il y a un mécanisme interne au PSE qui risque de limiter leur capacité à alléger les problèmes de pauvreté, alors qu'il y a eu toute une littérature où on expliquait qu'effectivement, les gens qui ne contrôlaient pas beaucoup de terres et autres, mais qui verraient dans les PSE une nouvelle opportunité, en gros, de créer de l'emploi. Parce qu'ils iraient travailler sur des terres collectives, ils iraient faire d'autres choses, et finalement, c'est sans doute pas une forme dominante, parce que celui qui met les PSE a envie d'avoir des garanties en face de lui. Enfin, quel est le potentiel complet qu'on puisse avoir? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si on attend des PSE qui deviennent des mécanismes vraiment significatifs pour avoir tout un tas d'actions de conservation au sens large, y compris de conservation de ressources qui ont un usage collectif, eh bien, on va rentrer dans quelque chose qui est plus économique que ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la dimension économique des PSE, dans le fond, n'est pas forcément centrale. Je crois que ça a été assez largement dit. Les dimensions sociales, politiques, institutionnelles sont beaucoup plus opérationnelles, sont beaucoup plus déterminantes pour savoir ce qui va avancer. Si l'ONG peut s'implanter quelque part, c'est là que ça se réalisera. En fait, des choses tout à fait qui doivent plus à des cheminements, quoi. C'est passe dépendant, comme on dit en sciences sociales. C'est-à-dire, si on arrive au bon endroit, ça va bien, sinon ça va. Mais si on veut créer des mécanismes d'action plus globale, eh bien, cette idée de gestion de la rareté, donc de mécanismes économiques, va sans doute s'inviter au débat et devenir une dimension à ne pas marginaliser, parce qu'elle sera déterminante pour l'efficacité globale du système. Donc, je me suis permis de finir sur cette phrase. Il y a donc plein de travail pour les étudiants et les chercheurs du CIRAD, de l'INRA et de partout. Et c'est le moment de s'y mettre. Enfin, de continuer, excusez-moi. Merci. Voilà, à la fin, c'est les illustrations en 3 minutes sur Internet, toutes les études PSE qu'on peut trouver. Très bien, donc merci Jean-Michel Salle pour cette présentation. Donc maintenant, je vais vous demander peut-être de poser une ou deux questions, parce qu'on est un peu en retard sur notre planning et poser les questions après. D'accord, ouais. Ça nous arrange. Très bien, merci. Ah ouais.